messieurs, à nouveau bonjour. Nous sommes maintenant installés pour l'entretien de ce dimanche 6 février 2022. Où en est le gouvernement dans les préparatifs de l'exposition dénommée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation? Bientôt 3 mois que les 26 trésors royaux sont rentrés au bercail après un long processus de restitution. Le 10 novembre 2021, les trésors ont été célébrés par tout un peuple en effervescence. On s'attendait à pouvoir visiter les œuvres en janvier, mais l'exécutif a demandé un peu plus de temps, certainement pour parfaire cette exposition. C'est de là que la date 19 février a été annoncée. Alors, à quelques jours de cette échéance, tout est-il enfin prêt pour nous accueillir vous et moi? Eh bien, comment le processus d'acclimatation s'est-il déroulé? Les musées qui devront abriter ces œuvres après les 3 mois d'exposition sont-ils finis d'être construits? Le directeur programme musée de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, a bien voulu nous aider à répondre à toutes ces préoccupations pendant les 80 prochaines minutes. Monsieur Alain Godonou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. C'est un plaisir. Voilà, comme je le disais, nous parlons de ces œuvres qui sont au Bénin depuis le 10 novembre 2021. À l'arrivée des œuvres, M. Godonou, le gouvernement avait annoncé une obligation d'acclimatation conformément évidemment aux règles muséales internationales. Bientôt 3 mois que les trésors sont au Bénin. Sont-ils maintenant prêts à être exposés? Oui, et ils ont même commencé à être exposés et comme vous l'avez annoncé, comme le public commence à le savoir, l'exposition ouvrira au public le 20 prochain, dans 2 semaines. Donc, mais la réacclimatation était un processus nécessaire. Ces œuvres sont restées à l'étranger, dans un climat, dans un environnement, un climat à 4 saisons. En plus, vous savez, elles sont arrivées au Bénin exactement le 10 novembre, c'est-à-dire qu'elles ont quitté là-bas en plein hiver, où les températures étaient de l'ordre de 4 et 5 degrés, et parfois 0 degré la nuit. Donc tout ceci entraîne que les plonger dans un nouvel environnement qui est le nôtre, même si c'est l'environnement qu'ils ont quitté il y a plus d'un siècle, c'est prendre des risques, même pour nous les humains, quand nous changeons, je dirais, de continent comme ça, avec des conditions climatiques différentes, il y a un décalage. C'est pour ça qu'on se protège. Si on va dans le froid, on est obligé de porter des manteaux, des pulls, mais quand on vient dans le chaud, on est obligé de chercher à s'abriter, à mettre une climatisation, etc. Donc les œuvres avaient besoin de cette réacclimatation. Nous l'avions estimé techniquement, professionnellement, à 2 mois d'acclimatation. Ça veut dire que les œuvres ont été stockées dans des conditions très spéciales, conçues pour elles. Et elles ont quitté ce que j'ai dit tout à l'heure, un environnement d'hiver, conditionné. Elles ont été mises dans des caisses qui ont à peu près contenu les variations climatiques. Elles sont arrivées et dès le 10 novembre, là, nous les avons mis en réacclimatation après la cérémonie officielle de réception, cérémonie grandiose comme il en fut au Bénin. Donc vous êtes en train de dire que dans les caisses, même il y a une certaine température, c'était pas dans la chaleur forcément? Ah non, c'était pas dans la chaleur. Les caisses ont été conditionnées, c'est des caisses spéciales, donc qui ont été faites, qui ont été commandées. Donc voilà, donc ce ne serait pas n'importe quelle caisse. Donc, et pour qu'elles résistent au transport, parce que dans un cargo, dans des soutes d'avion, il y a quand même une certaine température. Donc il faut préparer les caisses à cela, ce n'est pas que des valises quelconques, comme les valises des voyageurs. Donc elles sont arrivées. Déjà, la salle qui devait les accueillir a été préparée, a été mise en condition pour qu'on s'assure que ces caisses, déjà, je parle déjà des caisses, peuvent respirer à l'intérieur de cette salle. C'est une salle spéciale, certains l'ont vu, certains de vos collègues ont eu la chance de visiter cette salle. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, ça a duré 2 mois. Au cours de ces 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque 2 semaines, nous allons dans la salle pour voir comment est-ce que les conditions climatiques sont régulières. Il y a 2 données, il y a la température et il y a l'humidité relative. Et progressivement, nous avons amené la salle à entre 20 et 22 degrés, parce que quand on ouvre les portes, ça varie un peu à l'intérieur, entre 20 et 22 degrés de température.
et moduler la salle à 60% d'humidité. Donc, les caisses sont restées dans cet environnement pendant 2 mois. D'accord. Ouais. Et au bout de 2 mois, il y a à peu près 3 semaines, nous avons commencé à les sortir, à les ouvrir tout doucement pour voir si le processus technique qui a été aussi un processus théorique. Et maintenant, il faut savoir si la caisse est bien comportée aussi. Et donc, nous les avons ouverts pour faire ce qu'on appelle le constat d'état, un premier constat d'état. Et justement, dans quelles conditions vous avez trouvé ces œuvres-là? Parfait. Les conditions étaient parfaites, le processus a réussi. Il faut dire que derrière ça, comme on l'a dit tout de suite, la préparation des caisses, le conditionnement des œuvres, tout ça, nous l'avons suivi de loin avec nos collègues français du Quai Branly qui ont fait ce travail-là. Comme vous le savez, il y a eu 2 conservateurs béninois qui ont été délégués, et celui de Ouida et celui d'Abomey, qui avaient été délégués à Paris, pour suivre tout ce processus avec les collègues français. Donc, nous savions que nous avions pris toutes les précautions, mais néanmoins, bon, le processus s'est déroulé, et s'est déroulé à notre satisfaction. Bon, donc, au bout de 2 mois maintenant, nous avons ouvert les caisses, nous avons commencé à faire le constat d'état visuel, et entre-temps, les objets doivent être exposés. C'est ce qui a été promis au peuple béninois, c'est normal. Oui. L'espace d'exposition, qui est la salle des fêtes pour les trésors et la salle du peuple pour l'art contemporain, était en chantier. Donc, le chantier avancé, il faut aussi contrôler les conditions environnementales dans ces salles-là pour s'assurer que les travaux commandés, les travaux en cours sont bien faits et que les conditions que nous voulons dans la salle, dans ces salles-là, respectent bien, enfin, sont en phase avec l'exposition qui sera faite. Il ne faut pas oublier que la marina, c'est au bord de la mer, c'est un boulevard lagunaire, et qu'au bord de la mer, il y a de lait marin et qui est un peu salé et un peu humide. Donc, si la salle n'est pas conditionnée comme il faut, et que si ce terre-là n'est pas... Oui, il y a un risque de détérioration. Oui, de détérioration, plusieurs types de risques, soit par l'humidité, soit par l'air marin, avec les problèmes que nous connaissons sur les métaux, qui sont la rouille très rapide, parce que c'est les marins qui font ça. Ceux qui habitent au bord de la mer savent comment, quand ils ont un objet métallique, ça rouille très vite. Donc voilà, il faut, parmi ces collections, nous avons les assins sont des objets métalliques. Donc il faut veiller à ça. Donc mettre aussi la salle d'exposition, la salle du peuple en condition. Et donc les travaux se sont bien déroulés, nous les avons suivis, nous avons mesuré progressivement au cours du mois qui a précédé là, l'ouverture des salles pour l'installation. Nous avons mesuré progressivement chaque jour l'environnement, toujours sur ces 2 données, l'humidité, la température et un peu la salinité de l'air ambiant. Bon, quand tout ça a apparu, a été contrôlé parfaitement, nous avons maintenant installé les vitrines. Et parce que quoi qu'on dise, les objets, vu l'environnement que j'ai décrit tout à l'heure, la marina, cette bord de mer, nous sommes dans un environnement humide, voilà. Les objets ne peuvent pas être exposés directement. Donc ce sera en salle. On va pouvoir les observer à travers les vitrines. À travers les vitrines. Il fallait les vitrines pour les protéger. Nous avions commandé, tout ça a été planifié, nous avons commandé des vitrines de haute technologie, parfaitement hermétiques, si vous avez là-bas, parfaitement étanches. Ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois, un peu moins, que la vitrine, les objets sont rentrés en vitrine. Je vais vous décrire le processus, mais il n'y a pas un grain de poussière. Il n'y a pas un grain. Et ça veut dire que c'est des vitrines hermétiques. Et non seulement ces vitrines sont de haute technologie, sont hermétiques, il y a aussi un dispositif pour ceux qui ont vu et pour ceux qui verront. Ils ne le verront peut-être pas parce qu'elles sont faites de façon esthétique pour qu'on ne voit pas tout, mais le dessous des vitrines contient des éléments, des sacs ou des sachets de gel de silice qui ont été aussi traités, travaillés pour réguler la température à l'intérieur, l'humidité surtout à l'intérieur des vitrines. Et qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Nous le connaissons tous à peu près. Quand vous achetez un médicament dans une boîte, en général, il y a un petit sachet à l'intérieur de la boîte. Et ce petit sachet qui est à l'intérieur de la boîte, en fait, c'est pour contrôler l'humidité à l'intérieur de la boîte de médicaments.
Sinon, si c'est trop humide, le médicament va moisir. C'est le même principe avec la vitrine. Sauf que là, le petit sachet avec quelques grains devient un gros paquet, un demi-sac qu'on installe parce que, évidemment, le volume de la vitrine est beaucoup plus important. C'est 3 mètres cubes, disons 4 mètres cubes, etc. Donc voilà. Une fois la vitrine installée, donc conditionnée, les caisses ont été ouvertes et nous pouvons maintenant sortir les objets, faire un second constat d'état complet, parce que quand on a fait le constat d'état à vue d'œil dans les caisses, on n'a pas pu retourner les objets dans tous les sens. Maintenant, c'est sorti, qu'on les déballe, parce qu'elles ont été bien conditionnées aussi, qu'on enlève tout ce qui les entourait, pour faire le constat d'état complet, partie par partie, scanner chaque objet, et noter tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on n'avait pas vu, mais qui date, disons, de très longtemps. C'est aussi l'occasion de faire quelques photos à nous de ces collections. Et maintenant, nous pouvons les transférer dans les vitrines et c'est ce qui a été fait. Mais avant de les transférer dans les vitrines, il y a aussi une étape. Nous avons fait venir des socleurs, ce qu'on appelle des socleurs. Eux, ils sont censés faire quoi? Qui sont des spécialistes. Comme le nom l'indique, ils préparent les socles et les supports sur lesquels les objets doivent rester pour être en bonne condition. Dans les vitrines. Disons dans les vitrines. Ça, c'est des techniques spéciales. Vous ne verrez pas, le public ne verra pas le socle ou le support derrière parce que c'est très bien fait. Même pour que des objets qui pèsent 108 kg, qui pèsent 70 kg puissent tenir, il faut les tenir aussi pour qu'ils ne basculent pas dans la vitrine. Donc, tous ces socleurs qui sont certifiés, c'est un métier, une technique qu'on apprend. Malheureusement, on ne l'a pas encore apprise, on n'en a pas de spécialistes au Bénin encore. Donc, on en aura. Oui, on les a fait venir. Ils ont travaillé avec nous et nous avons. Ceux qui pouvaient toucher les objets, c'était que les conservateurs béninois. C'est la règle. Les objets sont maintenant dans nos mains. Donc même vous n'avez pas pu toucher, vous avez Si moi, je suis un conservateur béninois. Donc moi, je les ai touchés. C'est les conservateurs béninois uniquement avec mes 2 collègues qui étaient au Cré-Branly, et quelques collègues qui sont sur place ici, qui pouvaient les toucher parce que les objets sont devenus des objets béninois, et aux mains des béninois. Si quelque chose se passe maintenant, c'est de notre responsabilité. Donc c'est nous qui les avons transférés dans la vitrine et scellé la vitrine. Voilà. Et maintenant, les objets sont déjà en vitrine. Ça, c'est une première étape du montage de l'exposition. Parce que l'exposition, ce n'est pas que la vitrine. Après, il y a un décor scénographique qui l'entoure, dont la vitrine font partie. Ce décor aussi, c'est une entreprise spécialisée dans la mise en place de, disons, le décor, les textes, les cartels, l'éclairage qu'il faut pour bien voir dans toutes les facettes l'ensemble des objets est en train d'être mis en place. Et toute cette partie scénographique qui est mise en place, avec à l'intérieur un dispositif aussi pour projeter des films, des images, etc. Le public va découvrir tout ça. Et on est très impatient, M. Godonou, ça je ne vous le cache pas. Mais vous qui avez pu toucher justement ces objets-là, est-ce que vous pouvez rassurer les Béninois qui s'interrogent peut-être toujours sur ce que ce sont effectivement les pièces qui ont été pillées, qui sont de retour? Oui, mais enfin, bien sûr. Parce que vous avez certainement vu ces photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, je ne comprends pas cette intoxication. Le public verra. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute. Et puis, je ne vois pas pour quelle raison nos amis français nous auraient donné des faux. Qu'est-ce qu'ils feraient des vrais? Il y a toujours des œuvres qui sont restées. Ils ne pourraient pas, mais pas celle-là. Ils ne peuvent pas ressortir un autre trône pour dire que c'est l'authentique trône de Guézo. C'est sorti quand même d'un musée. C'est aussi un capital important. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu. Je pense que la crainte, elle est légitime, M. Godonou. Non, cette crainte, elle n'est pas légitime. Qu'on ait pu nous donner des faux et garder les vrais, elle n'est pas légitime. Parce que c'est des objets uniques. Les objets uniques, il n'y a pas de copie. Bon, si vous on peut toujours copier. Si vous copiez et vous donnez le faux, qu'est-ce que vous allez faire de l'authentique? Vous ne pouvez pas le montrer, vous ne pouvez plus le montrer puisqu'il n'est plus à vous. Ça ne vous sert à rien. Le privilège d'avoir le vrai. Mais ça vous sert, c'est dans un musée, ça ne sert à rien. Un objet qui est dans un musée, qu'on ne le montre pas, ça ne sert à rien. Il n'existe même plus. En plus, de ce point de vue-là, ça, rationnellement, bon, je ne comprends pas ce raisonnement. Maintenant, si vous les voyez, les objets anciens, les objets vrais,
quand vous les voyez, ils ont ce qu'on appelle une patine. Le temps est passé par là. Un objet de 150 ans, parce que quand on prend les trônes, ça fait 130 ans qu'ils sont là-bas, 129 exactement, donc ils ont été fabriqués avant. Quand on regarde bien, la patine du temps à jouer, et la patine de l'utilisation à jouer, c'est difficile de faire une copie et de lui donner la patine qui représente cette durée dans le temps. Là. Donc, il n'y a aucun doute, quand on les voit, les photos, c'est une chose. Mais les voir en grandeur nature, on a toujours surpris. On a toujours surpris. Je dis, tiens, c'est encore plus magnifique que dans la photo. Quelle était la qualité du photographe, quand vous tombez dessus, vous êtes un peu hébété par la qualité, la puissance surtout, disons, de ces œuvres-là. On parle quand même des œuvres qui ont 108 kilos, qui ont 75 kilos. Chacune? Ouais. Oui. Ou certaines? Certaines. Évidemment, les assins n'ont pas 100 kilos. Non, les trônes ou oui, le trône, les portails. les trônes, disons le boutior, disons des rois, les grandes statues, disons royales, il faut être 4 ou 5 pour pouvoir les porter, les soulever. Donc ça démontre aussi la qualité, la maîtrise de nos artisans d'art à la cour royale d'Abomey à l'époque. Voilà, vous avez expliqué tout ce que vous avez fait durant ces quelques mois d'acclimatation des œuvres pour l'exposition. À l'heure où nous sommes, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt. Il vous faut encore du temps? Non, tout est prêt, je dirais tout est quasiment prêt techniquement. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, nous avons commencé à installer tout le dispositif d'éclairage. C'est ce qui vient dernier pour préparer la page. Disons l'éclairage, parce qu'il faut que tous les autres soient faits, les choses soient en vitrine. Après, on règle de façon minutieuse pour qu'on puisse observer l'œuvre de toutes les facettes. Donc voilà, pour voir aussi, comme c'est des vitrines, c'est là, en ce moment-ci, qu'on traite toutes les questions de réverbération, effet miroir, etc., qu'on les traite pour les éliminer, pour que les gens qui se trouvent devant un miroir, une vitrine, ne pensent pas que c'est devant un miroir, qu'ils voient véritablement l'objet. Donc ça, c'est des questions qu'on prend la semaine dans laquelle nous rentrons là pour traiter définitivement et pour régler ces questions-là. Et maintenant, le public va venir. Et ça, c'est une autre facette du métier et d'exposition, de présentation. Je viens de vous décrire un des aspects qui est lié à la conservation. Parce que nous étions attendus, est-ce que nous sommes capables de conserver? Est-ce que nous sommes capables de les exposer? Est-ce que nous sommes capables de les entretenir? Bon, nous sommes en train de faire la démonstration qu'avec les compétences internes que nous avons, avec les moyens qui ont été mis à disposition, nous avons cette capacité-là d'être des professionnels au niveau de tous les professionnels du monde, d'avoir des conditions maintenant matérielles qui sont au niveau des conditions matérielles des grands musées. Il y a l'autre aspect, accueillir du public, accueillir les visiteurs. Évidemment, vous l'avez dit, le peuple attend. Et on ouvre pas une exposition et puis les gens rentrent dedans comme ça. Non. Il faut préparer ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire l'accueil du public, la façon dont on va les guider à travers l'exposition, la régulation des flux de visiteurs. Nous savons que nous avons une jauge dans les deux salles de 300 personnes instantanées. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 300 personnes de façon instantanée. Donc, tout ça, c'est un travail qui se fait. Les publics qui viennent sont de niveaux différents. Ils ont des attentes différentes. Donc, il faut préparer les médiateurs, ce qu'on appelle les médiateurs et les médiatrices, vulgairement on dirait les guides, à répondre aux différentes questions, aux différentes préoccupations, que ce soit des enfants. Il y a aussi un dispositif pour les écoles qui vont venir. Et on a préparé de petits ateliers rapides pour que les enfants qui viennent puissent apprendre d'une autre façon que les adultes. L'intérêt des adultes, ce n'est pas l'intérêt des enfants. Donc tout ça, toute cette problématique de médiation pour que les messages, pour que la rencontre puisse avoir lieu entre ces collections et le public, est en train d'être préparée en ce moment. Et cette préparation a commencé depuis longtemps, puisque ça fait depuis
à peu près 1 an que nous savions. Bien avant la... Ouais, bien avant l'arrivée que nous avions, avec l'École du patrimoine africain, décidé de la formation des guides médiateurs. Il y a eu des fournées de guides médiateurs sous l'autorité de l'École du patrimoine africain, l'autorité pédagogique de l'École du patrimoine africain, sur le contenu de ces expositions et de ces fournées de gens qui ont été formés. Nous avons fait le tri et c'est les meilleurs maintenant qui ont été retenus et que le public verra dans les expositions et qui va accueillir, etc. Donc, il y a tout un dispositif pour l'accueil du public, pour lui faire visiter ces œuvres-là et répondre à ces questions. Voilà, vous avez dit, M. Godono, tout à l'heure, qu'il y a des sérigraphes qui ont également travaillé. Et quand on se réfère au rôle des sérigraphes, c'est-à-dire que les visiteurs auront droit peut-être à une mise en scène artistique des œuvres qu'ils passeront visiter. Si, disons, la scénographie, comme son nom l'indique, c'est une forme de mise en scène. C'est-à-dire, quand on dispose des vitrines, on ne les met pas les unes à la suite de l'autre. Il faut les disposer. Il y a une ligne directrice, il y a un discours, disons, derrière. Quand on décide qu'on rentre quand même dans un palais, l'exposition doit ressembler, refléter cela. Donc, on rentre dans le palais pour aller voir le roi. Ce que les Béninois attendent, nous savons ce qui a créé l'émotion. Donc, on fait une introduction. Et évidemment, l'objet sur lequel on tombe le plus majestueux, c'est le trône de Guézo. On a une face à face. Donc, l'émotion commence là. Après, il y a les portes du palais qui sont traitées, présentées d'une certaine façon. Il y a la généalogie des rois d'Abomey pour rappeler l'histoire du Dahomey, etc. Et on passe dans un autre espace qui est aussi mis en scène, parce que les objets ne sont pas disposés n'importe comment, pour raconter une histoire. Il y a des textes derrière, de petits textes, disons des cartels, qui expliquent un peu, qui contextualisent, qui disent, bon, la région, à cette époque-là, au 19e siècle, les royaumes qui existaient, c'était tant et ça. Voilà les relations entre le Dahomey et ses royaumes voisins. Après, on passe aux us, aux coutumes, et notamment cette coutume importante qui veut que, dans nos traditions, à la mort des citoyens comme du roi, on implante des assins, qu'est-ce que la cérémonie des assins, etc. Et on finit par tomber sur ce qui deviendra en quelque sorte le symbole de la destination Bénin, sur cette tunique de l'Amazone, qui fait partie de la collection, la 26e pièce de la collection, c'est une tunique d'Amazone. Voilà. Et donc, on racontera un peu ce que c'est être Amazone, ce que c'était la vie des Amazones, et la bravoure qu'a été celle des Amazones. Donc, tout ça se met, je dis, en scénographie, en scène, pour qu'on raconte une histoire aux visiteurs. Il y a un fil conducteur, disons, aux visiteurs. Le visiteur, il est pris en main par les guides qui le conduisent. Oui. Après, il comprend toute l'histoire. Il peut rester un peu pour revenir sur ses pas, observer plus attentivement un objet qui l'a particulièrement intéressé et marqué et poser ses questions. Et la question que tout le monde se pose certainement, c'est de savoir les conditions peut-être à remplir pour pouvoir passer au palais pour visiter les œuvres. Le président l'a dit, il le répète souvent, le palais appartient au peuple. Donc, le peuple n'y va pas tous les jours non plus. Le peuple n'y va pas tous les jours. Et c'est aussi un lieu de travail. Oui. Ouais. Donc, il faut faire en sorte que les visiteurs ne perturbent pas les travailleurs et que les travailleurs ne perturbent pas les visiteurs. Donc, il est prévu un créneau hebdomadaire sur le premier mois. C'est du jeudi au dimanche. Les expositions seront ouvertes au public du jeudi au dimanche. Tout le monde est convié. C'est gratuit. Quand on dit que c'est gratuit, il faut toujours comprendre que derrière, quelqu'un a payé. La République a payé pour mettre tout ça en place. Maintenant, il y a un système de réservation qui est prévu. Le site sera en ligne, on peut mettre son nom, réserver. La réservation est toujours gratuite? La réservation est gratuite. La réservation est gratuite. Peut-être que vous pouvez le faire sur votre téléphone. Bon, on ne va pas vous donner un téléphone, tout ça. Mais la réservation est gratuite. Mais même si vous n'arrivez pas à réserver, comme tout lieu important culturel, vous arrivez
Vous vous inscrivez, vous dites, voilà, et selon la jauge, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une jauge de 300 à la fois. On fait passer, on laisse entrer. Il y a des badges qui seront distribués à l'entrée pour permettre aux visiteurs d'être distingués de ceux qui travaillent. On dit, ah, si vous venez pour l'exposition, oui, on vous donne un badge comme ça, on sait que vous êtes pour l'exposition. Vous n'allez pas vous promener dans les bureaux. Donc voilà. Donc il y a tout un dispositif de sécurité qui est mis en place pour conduire les visiteurs, drainer les visiteurs avec des hôtesses d'accueil, bien habillées, évidemment élégamment habillées, pour conduire les visiteurs dans les expositions. Et c'est à l'entrée de l'exposition que les guides, médiateurs, médiatrices prennent la main, disons maintenant. Bon, il n'y a pas d'autres conditions que ça. Vous êtes béninois, même non béninois, vous avez accès. Mais vous savez, maintenant, on a des conditions sanitaires un peu particulières. Donc, en principe, pour n'importe qui, pour entrer au palais, il faut montrer un peu pas dedans de ce côté-là. Être vacciné, avoir son carnet de vaccination, on peut vous demander ça. Mais avoir un masque, mais même si vous n'avez pas de masque, il y a des masques qui sont à la disposition disons, du public qui vous seront distribués. Il y a des gels, lave-mains, etc. Donc voilà. Quand il y a de grands événements, de plus en plus, on prend cette disposition-là sur le plan sanitaire, mais en dehors de ça, tout ce qu'on demande aux gens, c'est un peu de discipline. Vous faites bien de parler des dispositions sanitaires. Vous avez également dit que la salle a une contenance de 300 personnes. Est-ce que ces 300-là vont s'agglutiner ou bien... Non, c'est-à-dire, quoi, c'est mesuré, hein, enfin, il y a une jauge, hein, et il y a une jauge. On a estimé la jauge à 5 mètres carrés par personne. On est quand même sur un peu plus de 2000 mètres carrés, 2300, 2400 mètres carrés d'exposition, 800 mètres carrés pour le trésor et 1600 mètres carrés pour l'art contemporain béninois avec 34 artistes, 109 œuvres. Disons, c'est grand, c'est de très grandes salles. Et quand on fait la jauge, voilà. En prévoyant 5 mètres carrés, c'est grand pour une personne. Ça veut dire qu'on a prévu des distances, disons, normales. Voilà. Oui, vous avez dit qu'elle aura lieu du jeudi au dimanche. Du jeudi au dimanche. Est-ce qu'il y aura des moments de la journée qui seront privilégiés ou bien c'est toute la journée? Non, ça ouvre, je crois bien, à 10h, enfin 9h pour ceux qui vont s'occuper de ça, et ça ferme à 18h pour les derniers groupes. Ça sera par vague, par gros, tout ça est planifié à l'entrée, et toutes les 30 ou 15 minutes, on fait la jauge, et puis ça passe, et puis au fur et à mesure, il y a un fil. Ça, c'est maîtrisé par la médiation. Bon, c'est un savoir-faire normal pour les institutions muséales, de savoir gérer les flux à l'entrée, pour qu'il n'y ait pas de cohue, mais il y a aussi la sécurité par rapport à ça. Déjà la sécurité du palais même, les sapeurs-pompiers sont présents pour quelqu'un, vous savez, quand il y a foule, bon, certains peuvent être gênés, il peut y avoir un peu un malaise, tout le dispositif aussi sanitaire est prévu, Croix-Rouge, sapeurs-pompiers, tout ça sera en place parce qu'on sait que le peuple attend et qu'il y aura de l'affluence comme dans une grande manifestation. Donc tout ce qui est prévu pour les grandes manifestations est prévu pour ce lieu-là, emblématique de la République, qui est le palais de la Marina. L'exposition compte mettre en valeur également l'art contemporain, vous l'avez précisé. Qu'est-ce qui sera clairement montré dans ce côté de la seconde salle? Révéler l'art contemporain béninois, là c'est une exposition majeure qui fera date dans l'histoire de l'art contemporain en Afrique, parce qu'il y a quand même 34 artistes majeurs béninois qui ont été triés sur le volet. Malheureusement, 34 c'est déjà beaucoup, mais il y en a d'autres et on ne pouvait pas prendre tout le monde, évidemment. Donc, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle le outdoor, des événements qui se passeront en dehors de la salle, des lieux d'exposition en dehors de la salle, pour les artistes notamment qui ne sont pas dans la salle. Donc il y a des lieux cooptés comme ça, des événements aussi qui se passeront à l'extérieur du palais, ce qu'on appelle le outdoor, quand on fait une exposition de cette envergure. Donc
cette exposition sur 1500 mètres carrés, qui est unique, qui fera l'événement en Afrique, dans le milieu des arts, elle est exceptionnelle de par sa dimension et de par la qualité des artistes présents. Il y a 3 grands moments qu'on a essayé de... Parce que c'est un dialogue entre les trésors et la création contemporaine. Vous dites, malgré tout le temps qui s'est passé entre la création de ces trésors et les créateurs contemporains, il est quand même resté un fil de créativité auprès d'aujourd'hui que nos artistes ont, disons, repris. Donc, il y a 3 grandes séquences, je dirais, avec des sous-séquences. Première séquence, vous dites, les artistes qui se sont inspirés fortement des traditions, on le verra, hein, face à face, on verra, de nos grands artistes qui se sont inspirés de leurs traditions, des trésors royaux, on le verra. Ensuite, les artistes qui ont essayé, qui sont à la fois inspirés, mais qui ont voulu créer autre chose, se situer dans leur temps, on la verra aussi. Deuxième moment. Et troisième moment, les artistes qui se sont affranchis totalement de l'inspiration traditionnelle et qui sont tout autant des artistes qui font de grandes œuvres, de très belles œuvres aussi, qui n'ont pas tellement de lien direct, immédiat, quand on les regarde avec les traditions artistiques anciennes, mais qui ont une puissance créatrice aussi, c'est leur modernité qui se projette de cette façon dans la modernité mondiale. Donc voilà comment l'exposition de l'art contemporain béninois a été pensée, pour que le public ait un peu ce miroir entre les anciens et ce qui crée aujourd'hui. Donc c'est riche, c'est divers, c'est varié. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer en fait quand absolument pas, absolument pas. Ce que nous créons, c'est que les gens restent trop longtemps sur les œuvres dans l'exposition. Non, dans l'exposition, que ce soit l'une ou l'autre, et que on donne maximum 45 minutes pour, disons, les trésors. Puis il y en a 26, la salle est relativement plus petite, même elle pose beaucoup de questions. Et puis 1 heure à peu près pour, ça fait quand même 1h45. 1h45. Ouais, à peu près par vague, je pense à peu près 2 heures. Bon, donc, vu les demandes qui commencent à se faire déjà, si on laisse plus de temps aux gens, certains vont rester là et les autres n'auront pas le temps. On est prêt à y passer la journée. Oui, mais comme il y a une jauge, si 300 personnes restent là 3 heures, et les autres. Oui, donc il faut faire en sorte, ça surtout le contrôle de flux pour que ça se passe bien, pour que chacun puisse... Après, comme dans toute institution muséale, même si la présidence n'est pas un musée, les gens peuvent refaire une demande, une réservation et revenir pour voir. D'ailleurs, ce que moi je conseille, et après chacun jugera, mais ce que je conseille personnellement, on choisit un jour, on vient voir les trésors. Donc on peut passer le temps qu'on veut, on choisit un autre jour, on vient voilà. Il n'y a pas eu de limite pour... Non, il n'y a pas de limite. Voilà, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Et qu'est-ce qui est prévu peut-être pour ceux-là qui ne sont pas à Cotonou? C'est vrai, ceux qui sont à Ouidah et à Bomey, c'est beaucoup plus proche, mais ceux qui sont dans la partie septentrionale, ils doivent obligatoirement faire le déplacement. Mais c'est pour ça que c'est prévu sur une certaine durée. C'est d'habitude les expositions d'art contemporain classique, on les fait sur 1 semaine, 2 semaines, parce que c'est accompagné aussi d'un certain nombre de choses. Mais là, malheureusement, on ne peut pas organiser cette logistique pour faire venir, on ne sait pas qui, les réserver de n'importe où. Les gens viennent par intérêt, parce qu'ils ont entendu parler. Bon, certains se déplaceront de l'intérieur du pays. C'est sûr que par rapport à cette demande-là, ils auront une priorité dans les jauges. Quand quelqu'un réserve, un groupe réserve de loin, c'est sûr que dans les files d'attente, nous allons leur accorder une priorité. Parce qu'on sait que ceux-là sont venus de loin, ils ne sont pas à côté, et qu'ils ne peuvent pas revenir. Bon. Donc tout ça est en train d'être planifié, minuté, pour qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Donc, de n'importe quelle partie du territoire, vous pouvez faire vos réservations. Nous savons d'où vous venez et vous aurez une priorité dans la liste d'attente.
Voilà. Et c'est d'ailleurs la transition pour parler de la destination finale de ces œuvres-là, parce qu'en mai, je pense bien, les œuvres doivent retourner dans les musées qui étaient en construction. Là, je parle du projet Muséo. Où en est-on, voilà, où en est-on dans la réalisation de ces infrastructures? Nous avons trois grands projets muséaux qui sont des chantiers nouveaux au Bénin. Le Musée international de la mémoire de l'esclavage dans le fort portugais, le Musée international du Vaudou à Porto Novo et le Musée de l'épopée des Amazones et des rois du temps romain à Abomey. Et nous avons en même temps mis en chantier la réhabilitation du tissu des musées ou espaces symboliques existants. C'est la place Toussaint Louverture à Alada. Il y a aussi une maison de la culture à Alada, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais que les gens vont connaître, qui est aussi un chantier. Et à Porto Novo, nous avons les deux musées, le musée Sénois d'Andé et le musée romain, rentrent en chantier, qui sont en chantier, et dont les chantiers sont censés s'achever vers juillet à la mi-septembre. En tout cas, nous pensons ouvrir ces équipements en réhabilitation pour le 1er août prochain. Oui, c'est le calendrier. On espère qu'on tiendra ce calendrier parce que les travaux, parfois, malheureusement, peuvent connaître un peu de retard. Pour les grands musées, le premier grand musée, standard international, qui répond à toutes les règles que tout le monde attend, qui est le Musée international de la mémoire de l'esclavage, celui du Fort portugais. Il y a deux parties. Il y a la partie espace du gouverneur, qui est la villa du gouverneur, qui va recevoir la 26 heures. Donc, le 22 mai, quand nous allons fermer l'exposition au Palais de la Marina, les objets seront mis en caisse et directement direction Ouida et seront exposés très vite parce qu'il faut un mois de la sortie des caisses à la mise en place de l'exposition. Nous le savons maintenant, par notre expérience à la Marina. Donc, début juillet, l'exposition devrait être en salle à Ouida, dans la villa du gouverneur, à l'intérieur du Musée international de la mémoire de l'esclavage, qui est dans le fort portugais. Si vous allez aujourd'hui à Ouida, pour connaître cet endroit dit fort portugais, il y a encore évidemment entouré les protections de chantier, mais vous pouvez regarder très facilement, vous verrez que il y a tout à fait autre chose. Nous avons une infrastructure de belle facture qui est déjà appréciée par ceux qui connaissent, même ceux qui ne connaissent pas, qui est au niveau que nous voulons et qui est prête à accueillir. Donc, l'exposition des 26 heures va rester là. Et très probablement, tous les publics de vacanciers, c'est une période de vacances, c'est juillet, août, septembre, les grandes vacances. C'est aussi une saison touristique au Bénin. Et ceux qui sont en vacances ou en voyage, disons, de tourisme, les étrangers qui viendront, comme les Béninois, qui seront au repos, auront tout loisir d'aller contempler ces œuvres à l'intérieur de la villa du gouverneur au fort portugais. Donc voilà, ce premier chantier-là sera livré. Un peu plus tard dans l'année, le MIM lui-même, la Maison internationale, le Musée international de la mémoire de l'esclavage, qui est un musée qui traite des questions de l'esclavage. Notre pays est un pays qui a joué un rôle par rapport à son histoire dans cette question. Le musée consacré à cette thématique, qui soit l'un des musées majeurs dans le monde sur cette question, va ouvrir ses portes vers septembre, à la rentrée comme ça, etc. C'est comme ça que c'est planifié. Et voilà. Il y a eu quelques retards dans la finition des travaux, mais nous sommes là. C'est sûr que pendant les prochaines vacances, le public pourra rentrer au MIM pour aller regarder les trésors royaux. Et une fois au fort portugais de Ouida, l'exposition sera toujours gratuite ou bien il y aura une autre politique qui sera préparée? Là, on rentre dans la vie et l'activité muséale. D'accord. Il y a des billets d'entrée, il y a des jours de gratuité, un jour par semaine ou par mois. Tout ça est en train d'être planifié. Les visites pédagogiques seront mieux organisées pour les scolaires parce qu'il y a un espace pédagogique pour ça. Il ne faut pas oublier, quand nous sommes au Palais de la Marina, ce n'est pas un musée. Donc, on n'a pas tous les espaces
pour travailler. On a les salles d'exposition. Or, dans un musée, en dehors des salles d'exposition, nous avons aussi des espaces de travail pour les enseignants, avec leur groupe, etc. Donc, dans le fort portugais, nous aurons tous les équipements, je dirais, commerciaux annexes. Au palais de la Marina, on ne peut pas manger. On pourra boire de l'eau, tout au moins. Mais dans un musée, oui, il y a un café, il y a un bar, on peut acheter des goodies, on peut acheter des souvenirs, des t-shirts, des reproductions d'objets. Il y a tout le dispositif qu'il faut. Le village artisanal n'est pas loin. C'est produit vraiment. C'est un équipement culturel muséal qui est mis en place. Donc, on fait sa réservation, on prend un ticket, voilà, on peut s'asseoir, prendre un pot, revenir, passer une journée, ce qu'on ne peut pas faire au Palais de la Marina. Voilà. Et puisque nous sommes en direct, Monsieur Godonou, il y a un de nos téléspectateurs dont je dois lire le message. Il dit ceci, que le délai de visite est trop court pour l'exposition nationale. Il s'agit de Monsieur Asogba Denis Léopold. Merci d'interagir avec nous, Monsieur Léopold. C'est ce que je disais tout à l'heure, le délai de l'exposition. C'est-à-dire le délai de l'exposition du... Certainement à la Marina, je suppose. Oui, certainement à la Marina. Enfin, je vais parler des deux délais. Temporel une fois au fort. Je vais parler des deux délais, c'est-à-dire c'est du 20 février au 22 mai. Ça, c'est un premier temps. Et il y a aussi le délai dans le parcours. J'ai dit tantôt 45 minutes, 1h45 à peu près pour l'ensemble, etc. Mais sur les deux, il faut savoir que le palais, c'est le palais. Et les salles, c'est un moment symbolique de commencer à présenter ces collections dans un lieu qui représente la République. N'oubliez pas le symbole, le symbolisme qui a accompagné la restitution. Certains disaient que ces objets vont aller directement à Abomey. On ne veut pas de ces débats-là. Ces objets sont devenus des objets nationaux. Ils sont partis peut-être trésor royal du Dahomey, ils sont revenus trésor royal, de la République du Bénin. Et si vous voyez la cérémonie qui a été organisée pour l'accueil, ces objets ont été accueillis à l'aéroport par des cavaliers de la cour royale de Niki. Et les danses royales qui les ont célébrées à l'intérieur du palais de la Marina, c'est le Teke, c'est le Djogan, avant les danses royales de la cour royale d'Abomey. Donc, ces objets sont aujourd'hui le symbole de notre unité nationale. Donc, de ce point de vue-là, il faut les présenter à un endroit qui représente notre unité nationale. L'endroit qui représente l'unité nationale, c'est le palais de la Marina. C'est pour ça qu'ils sont présentés là d'abord. Après, je vous ai dit, ils vont à Ouida, et leur destination finale, c'est dans le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Je dis destination finale, mais je dirais destination finale provisoire, comme on dirait domicile fixe. Parce que dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place sur le territoire national, d'avoir des lieux d'équipement culturel aux normes, il n'est pas exclu que ponctuellement, un ou deux ou plusieurs objets voyagent à l'intérieur du pays parce qu'il y a une demande spécifique pour cela, pour que les gens le voient. Il n'est pas exclu que ces objets-là aussi voyagent à l'extérieur du Bénin parce que les amis du Bénin demandent à le voir. C'est comme ça la vie du Bénin. C'est ce qu'on appelle la circulation des biens culturels. On ne les a pas pour les garder seulement ici. C'est pour ça que nous avons aussi mis en place, nous sommes en train de mettre en place des équipements aux normes, aux standards internationaux. Pour que nous avons seulement nos objets, mais on n'attend pas pour cela. On peut aussi faire venir, pour la curiosité des publics, des visiteurs du Bénin, des objets célèbres, fameux, d'autres pays qui nous font confiance maintenant, parce que nous avons ce qu'il faut pour accueillir leurs trésors également. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes, dans lequel le travail, disons, se fait. Bon, donc les objets, pour cette durée-là, on estime que jusqu'à mai, quand même, c'est pas mal, février, mars, avril, mai, à peu près 3 mois, c'est pas mal, pour rester au palais de la Marina, c'est le lieu du travail quand même, disons, c'est pas un musée. Donc, pour faire ce moment, cette étape symbolique. Après, la Marina reprend un peu
sa vie Sa vie habituelle. normale. Oui, ils ont sa vie normale. Et les objets iront maintenant dans un musée. C'est leur destinée, c'est leur vie, voilà. Et ça se passera, là ça restera le temps que disons, ça restera. Vous avez dit que même dans le musée de Ouida, ce serait encore provisoire. Oui. Mais définitivement, est-ce qu'il y a un espace où les œuvres vont résider ou bien elles feront le tour de tous les musées? Il y a dans un musée 2 espaces d'exposition. Il y a un espace d'exposition permanent. Dans le MIM, par exemple, c'est l'exposition sur la traite, que nous verrons, on pourra peut-être en parler. Et il y a un espace qu'on appelle un espace d'exposition temporaire. La villa du gouverneur, les 26 œuvres, c'est un espace d'exposition temporaire. Ça sera la première exposition temporaire du MIM, en quelque sorte, de ce musée-là. Mais après un certain temps, il y aura une autre exposition temporaire. Ça sera peut-être une partie de l'exposition qu'on a faite sur les arts contemporains. Et ces objets-là iront maintenant dans le musée de l'épopée des Amazones et des rois du temps romain. Leur réserve, là où ils doivent rester définitivement, c'est là. Dans un musée, il y a des salles d'exposition, il y a un espace qu'on appelle des réserves et des ateliers. Quand les objets ne sont pas exposés, vous avez les 26 œuvres là, comme nous l'avons, n'étaient pas toutes exposées au Quai Branly. Certaines étaient en réserve, d'autres étaient exposées. C'est suivant l'intérêt du public, l'intérêt de la politique culturelle, l'intérêt de ce qu'on veut montrer, qu'on expose, disons, certains objets, qu'on n'en expose pas d'autres. C'est pour ça qu'on prévoit des réserves, et les réserves, c'est aussi un espace technique et professionnel. Donc, les réserves de ces œuvres-là sont prévues au musée de l'épopée des Amazones et des rois du temps. Il y a aussi une réserve à Ouida. Elle pourra aussi rester à Ouida. Il y aura une réserve au musée international de Ouida aussi. Mais les réserves qui sont conçues pour elles, ce sont les réserves, disons, du musée de l'épopée des Amazones à Abomey. Donc voilà comment ça se passe. Elles ont un domicile fixe, mais peuvent voyager, sortir, rentrer, etc. Voilà comment ça se passe. Et quelle est la politique culturelle, justement, puisque vous en parliez tout à l'heure, à la longue, quels sont les objectifs du gouvernement par rapport à tout ce processus qui a envoyé les œuvres et par rapport aux œuvres? Et c'est de faire de notre pays une destination culturelle de choix. Et pour avoir une destination culturelle de choix privilégiée, que les gens peuvent dire, choisir, cette année, pendant ces vacances, pendant cette période, c'est au Bénin que je vais et nulle part ailleurs, parce que je peux voir A, B, C, D. Il faut avoir et les équipements, et ce qui est le contenu des équipements qui vaille la peine. C'est ça la politique. Donc, notre politique de nous faire restituer nos trésors, qui sont connus à l'étranger, sur lesquels il y a des quantités d'écrits, les trésors royaux d'Abomey, l'histoire du temps romain, et font partie à la fois des objets africains sur lesquels il y a le plus d'écrits au monde. Et le royaume du temps romain fait partie des royaumes africains sur lesquels il y a le plus de publications au monde, de tout temps. Donc, c'est une destination, et comme le dit notre slogan, transformer ce potentiel en prospérité. Pour dire, écoutez, ils sont dans leur jus, dans leur endroit, dans leur pays. Il y a toutes les conditions de confort pour les visiteurs, les touristes. Vous pouvez venir. Et en fait une destination que les gens inscrivent presque systématiquement dans leur carnet de voyage. Donc voilà l'objectif du gouvernement. Ce disant, il n'y a pas que ça. Il y a, vous savez, un pays comme l'Égypte, qui a aussi un trésor fabuleux, historique, notamment lié à l'épopée des pharaons, fait voyager ses collections à l'étranger. Donc, le Bénin, un jour, pourra dire, tiens, nous souhaitons avoir de tels pharaons, en discutant avec l'Égypte, une exposition au Bénin, et voilà. Donc, ça devient aussi une destination. Les gens qui ne veulent pas aller au Caire, peuvent aller à Londres, peuvent aller à Paris, parce que, il y a une exposition tout en Camon. On le met dans le calendrier. Quand on dit qu'il y a une exposition tout en Camon quelque part, c'est le monde entier qui va à cet endroit. Donc, nous voulons que, quand on fera de grandes expositions, pas seulement de notre trésor, mais des œuvres majeures d'autres pays, on dit,
Je n'ai pas pu le voir à Paris, je n'ai pas pu le voir à Amsterdam, j'irai le voir à Cotonou. Donc voilà les intentions du gouvernement. Ce n'est pas seulement de créer des infrastructures pour nous-mêmes, c'est important pour notre éducation, pour notre fierté, pour la qualité de ce que nous cherchons, mais c'est aussi important pour la vitrine que nous voulons être et la place que nous voulons occuper dans le Conseil des Nations par rapport à cette thématique-là de la culture. Là, ce sont des possibilités d'emprunt des œuvres, c'est de cette pratique. C'est ce qu'on appelle la possibilité de circulation des œuvres. Avoir pour faire circuler. C'est-à-dire, moi je suis un conservateur. Oui. Si je suis responsable de collection, je suis responsable, disons, des collections, ou mes collections sont responsables, disons, des 26 œuvres. Si un pays me dit, écoutez, on est intéressé, on veut faire une exposition, prêtez notre trône de Guézo. Si les conditions ne sont pas bonnes là-bas, c'est impossible. Je dis, écoutez, mon gars, c'est gentil, nous sommes des amis, mais tu n'as pas les conditions pour accueillir ça. Disons, c'est pareil pour tout le monde. Si je demande une œuvre, un tableau, etc., dans un grand musée pour l'exposer à Cotonou, on me dit, écoute, moi, Alain, c'est sympathique, voilà, je veux bien, je t'aime bien, mais tu n'as pas les conditions pour. Maintenant, on ne pourra plus nous dire ça, on pourra pas, on sait qu'on a les conditions. Il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus d'inquiétude. Parce que quand vous parlez de tout en canon, c'est une exposition assez... c'est considéré comme la plus grande exposition au monde. Donc, et tous les 10 ans, ça fait un pays, ça voyage, etc. Moi, dans mes défis professionnels, je ne les désespère pas un jour d'avoir ça au Bénin. Nous-mêmes, nous espérons pouvoir avoir cette œuvre au Bénin, puisque c'est très important, Monsieur Cotonou. Alors, ma prochaine question, c'est de savoir, au-delà de ces 26 œuvres-là, qu'en est-il de celles qui sont restées en Europe? Oui, c'est un vaste sujet sur lequel on revient. Déjà, il faut savoir que le Bénin n'a jamais fait la demande de rapatrier tout ce qui est béninois et qui est à l'étranger, en Europe. Nous avons des biens auxquels nous tenons beaucoup. Et nous avons des biens qui sont partis de façon illégitime. Ce qui s'est passé au palais royal d'Abomey pour que la troupe expéditionnaire française emporte les œuvres de guerre, donc c'est un butin de guerre. Et de nos jours, quand les pays font la paix, et le Bénin et la France, si je puis dire aujourd'hui, si je replonge dans le passé, la guerre est finie depuis longtemps entre nos deux pays. Donc il n'y a pas de raison qu'il reste des butins de guerre. Donc cette série d'objets-là, y compris nos trésors royaux, c'est normal que nous demandions, écoutez, bon, la guerre est terminée depuis, nous sommes des pays amis, nous avons une coopération internationale. Renvoyez-nous ces butins de guerre-là qui nous appartiennent. Il n'y a pas de raison de... Si vous lisez dans un peu de ce qui s'est écrit à l'époque, j'espère que ça ne s'écrit plus maintenant, les gens disaient quasiment qu'ils ont saisi les objets. Pour quelle raison ils ont saisi? Peut-être qu'ils avaient une raison à l'époque pour saisir, mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour saisir. Bon. Il y a cette catégorie d'objets. Il y a aussi des objets que des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires coloniaux qui étaient en place, qui étaient gouverneurs, administrateurs, sous-préfets, etc., ont emporté des choses, sont rentrés dans les endroits, ont emporté des choses, se sont fait de force des cadeaux aux précieux, etc. Quand on est fonctionnaire quelque part, on ne part pas avec le mobilier. La loi l'interdit, la loi française. Donc ces objets-là, nous demandons de les avoir. Il y a d'autres objets pour lesquels nous sommes en discussion. Vous savez, il y a des missionnaires qui sont restés et qui ont collecté beaucoup aussi. Eux, ce n'étaient pas des fonctionnaires, c'était des missionnaires, des prêtres qui étaient intéressés, qui, bon, de façon plus ou moins légitime ou illégitime, ont fait des collections parce que c'était intéressant pour eux. Nous sommes aussi en négociation avec eux pour qu'ils retournent ces objets-là. Dans un dialogue de compréhension. C'est pour ça qu'il faut qu'ils sachent que bon, nous avons les conditions de les conserver, de les garder et de les montrer, de les rendre disponibles. C'est ça, avoir les conditions de les garder et de les rendre disponibles. Voilà ce que nous demandons. Évidemment, tout ce qui est après volé, pillé illégalement, il y a des lois
international qui gère ça. Et si nous avons connaissance qu'un objet du patrimoine béninois est volé, nous mettrons ce qu'il faut en jeu pour le récupérer comme il le faut. Donc nous retenons que vous ne perdiez pas cela de vue. Absolument pas, absolument pas. Les inventaires sont en cours, nous voulons savoir. Mais nous avons même des propositions, les gens qui nous disent, bon, qui nous envoient leur inventaire, nous avons ci et ça, etc. Nous sommes maintenant en capacité de mener, je dirais, ce dialogue de façon tout à fait claire, disons, serein, pour choisir même ce que nous voulons reprendre. Ça, le président l'a dit au président Macron. Oui, il attend d'autres restitutions, deux majeures, qui sont significatives pour nous. Et il n'y a pas de délai pour le moment? Vous savez, la sortie des œuvres du patrimoine français est un processus complexe. Il faut qu'il vote une loi, etc. Le président Macron, pour ce que je sache, a mis en place un dispositif, une étude en ce moment, pour qu'on lui fasse un rapport sur comment faire autrement que de faire voter ponctuellement des lois pour lesquelles on peut l'accuser, disons, de fait de prince, parce qu'on l'accuse des 26 œuvres. Une partie, il faut savoir que la rétrocession des 26 œuvres au Bénin n'a pas été tout à fait consensuelle dans l'univers ni professionnel ni politique français. Mais le président Macron a réussi à faire voter la loi pour déclasser ces objets du patrimoine, disons, français. Donc, on est en discussion avec un État qui a aussi ses problèmes à l'intérieur. Nous tenons compte de ça. C'est pour ça que nos diplomates jouent leur rôle pour convaincre les pays avec lesquels nous sommes des partenaires. Quand nous avons ce type de besoin de restitution, les négociations se font pour que cela nous soit restitué. C'est un long processus. Et dans ce processus, il faut être crédible. Et nous pensons que maintenant, nous sommes crédibles. De toute façon, les gens savent que nous sommes crédibles, donc la discussion est ouverte. Voilà, et donc c'est ce qu'il faut retenir par rapport aux œuvres restées encore dans l'Hexagone. Vous avez parlé de l'exposition sur la traite et avez souhaité qu'on revienne là-dessus. L'exposition sur la traite, c'est pour parler de l'esclavage qui a prévalu et tout ce qui a suivi, je suppose. Oui, vous savez, la traite négrière a été un phénomène important, majeur. 4 siècles, 3 siècles, 4 siècles quand même, avec des dizaines de millions de déportés, comme on dit. Ça a été un phénomène majeur dans l'histoire de l'humanité. Et cette partie de l'Afrique, disons le Bénin, et cette côte, notre partie de côte, a représenté un lieu important. On l'a appelé aussi la côte de l'esclave. Donc, c'est important que notre pays se saisisse du sujet et le traite comme cela se doit. Et ait une voix internationale, puisse parler de cette question-là. Donc, nous avons choisi, il y avait un musée historique de Ouidah qui essayait de faire le travail sans grand moyen, mais ce n'était pas la dimension de ce qu'on attendait du Bénin et du rôle que le Bénin, ou les territoires les royaumes qui composaient ce qu'on appelle le Bénin d'aujourd'hui, du rôle qu'ils ont joué historiquement. Donc, il y a un comité scientifique qui a travaillé sur cette histoire de la traite négrière versus tout ce qui s'est passé à Ouidah jusqu'à Abomey, jusqu'à l'intérieur de notre pays. Quel rôle notre territoire a joué dedans. Nous avons mis tout ça en muséographie pour le présenter au public aujourd'hui comme un musée international de la mémoire de l'esclavage, comme l'un des musées majeurs pour parler de ce sujet. Et la nouveauté, ce qui est ressorti de tout ce travail scientifique, c'est qu'on peut parler de la traite de 3 façons. C'est ce qu'on va découvrir dans ce musée. Il y a la traite vue d'Afrique, on éclaire le sujet. Il y a la traite vue des Amériques, on éclaire le sujet. Il y a la traite vue de l'Europe. Ça s'appelle le commerce triangulaire. On éclaire le sujet. La traite vue d'Afrique, qu'est-ce que c'est? Quelles ont été ses conséquences? Nous, sur le continent africain, nous n'avons pas été esclaves. La traite, c'est une histoire de déportation et de guerre. La traite a suscité des conflits internes, des guerres, c'est des prisonniers qu'on déportait, que les gens achetaient, qu'on vendait peut-être. Mais être esclave sur le
continent africain, ça n'a pas été cela. Et même ceux qu'on a appelés des esclaves n'était pas le statut, ce statut d'esclave-là, de captif, n'était pas le même que le statut d'esclave que les déportés ont connu dans les Amériques, où l'homme est l'équivalent d'un objet, peut-être moins qu'un objet. Ce qu'on peut appeler des esclaves chez nous ici, certains sont parfois devenus des chefs, des rois, des grands machins à l'intérieur du royaume. Donc, c'est vraiment pas le même statut. Ce qui est impossible dans le statut d'esclavisation dans les Amériques. Donc, la traite vue du continent, vue du Bénin, c'est ce que ça a entraîné de conflits internes, de guerres, qui sont encore dans nos mentalités, si on dit telle région contre telle région, tel peuple contre tel peuple, qui restent encore. Donc, il faut qu'on règle, qu'on mette ces questions sur la tête. Ça, c'est les conséquences négatives de la traite par rapport à nous, ça. Après, il y a eu cette culture, deuxième conséquence, il y a eu cette culture de retour. Les esclaves qui se sont libérés, qui sont rentrés, ce qu'on appelle les Agoudas, et qui se sont installés et qui ont apporté une certaine façon de vivre ici, un certain métissage. Ça, c'est vu d'ici. Quand on se place du côté des Amériques, là, c'est là où il y a eu la violence de la traite. Déjà, ce qu'on appelle le passage, quand la déportation, ce voyage sur les bateaux dans des conditions inhumaines, jusque dans les Amériques, et ce travail dans les champs, plus tard dans les usines, comme une bête de somme. Un premier aspect, la vie vraiment de mise en esclavage, d'esclavisation, comme eux-mêmes ils le disent là. Le senti, on vous coupe le pied, on vous coupe le doigt parce que vous ne travaillez pas bien, etc. Ça, c'est la souffrance de l'esclave, c'est dans les îles, dans les Amériques, etc., qui l'ont vécu, dans les Caraïbes, disons, qui l'ont vécu. Et c'est dans les Caraïbes et les Amériques qui se sont battus pour se libérer. Et la puissance de leur culture d'origine les a accompagnés. C'est pour cela qu'on retrouve aussi des formes de vaudou, que ce soit à Haïti, que ce soit au Brésil, que ce soit à Cuba, etc. Donc cette puissance culturelle les a accompagnés et les a aidés à résister un peu. Mais résistance il y a eu, et résistance telle que Haïti a été le premier État noir indépendant en 1800. Donc ce combat-là, cette vie dure d'esclave et ce combat pour la liberté, ils l'ont mené. Ouais, l'histoire est là, c'est de ce point de vue-là. Troisième pôle, ou premier pôle, deuxième pôle, comme on veut les classer, vue d'Europe. La traite des esclaves, c'est un commerce, c'est un business. On investit, on gagne son argent, on affrète un bateau, on achète un peu de rhum qu'on va donner au roi ici, etc. On veut gagner le maximum sur le nombre de prisonniers de guerre qu'on prend ici, on met en place tout un dispositif, on livre des fusils, bon voilà. Et le résultat, c'est l'accumulation du capital parce qu'on utilise une main-d'œuvre qu'on ne paye pas. Et quand on ne paye pas une main-d'œuvre, donc on accumule tout le capital. Ce que certains économistes ont appelé l'accumulation du capital. Donc ça fait que l'Europe, dans ce business, ce qu'ils considéraient comme un business, pendant cette période n'a jamais considéré l'humain, l'homme, comme un homme, a considéré comme un business et a mis en place le dispositif idéologique pour que cela soit ainsi, s'est enrichi et a amorcé son développement avec cette richesse, disons qu'elle a accumulée. Donc voilà 3 points de vue que nous présentons de façon synthétique mais claire au Musée international de la mémoire et de l'esclavage. À Ouida, pour que les anciens tiennent, voilà. Et cette lecture-là, personne ne l'avait faite avant nous. On disait, bon, la traite, voilà, triangle, etc. Mais ce que ça a eu comme conséquence, ça a causé dans les 3 pôles du combat, oui, c'est resté inconnu. Et c'est cela que nous présentons. Voilà. Et c'est pour ça que ça sera un musée unique, un musée majeur dans le concert des musées qui traitent de cette question-là. Voilà, et en matière d'exposition, puisque c'est exclusivement l'exposition au palais qui sera gratuite, en dehors du palais, une fois que les œuvres seront dans les autres musées, quelle est la politique qui a été mise en place pour les frais de visite? Parce qu'on a constaté que généralement en matière
culturel ou touristique, les locaux ont des difficultés à aller visiter les œuvres touristiques parce que peut-être l'intérêt est peut-être pour les touristes venus d'ailleurs. C'est aussi des habitudes que nous devons prendre. Et il y a des programmes pour cela avec l'éducation nationale. Ces habitudes-là, on commence à les donner à l'école. C'est dans les écoles qu'ils organisent des sorties pédagogiques, qu'ils vont dans les musées. Et comme on dit souvent, c'est les enfants qui amènent les parents disons, dans les musées ou dans les espaces culturels. Il se fait qu'au Bénin, nous n'avons pas, malheureusement, dans nos villes, dans toutes nos villes, des lieux de sortie culturelle. Ça, c'est un manque. Donc, cette politique d'équipement que nous plaçons maintenant dans le pays va combler ce manque-là. Après, les habitudes du public, à travers l'éducation, vont s'acquérir. Nous savons que les Béninois, si vous mettez quelque chose de nouveau, tout de suite, ils sortent pour aller voir. Hein. Ils sortent pour aller voir, j'ai vu les derniers centres d'animation à Sémé, à Calabi, à Goua, machin, etc. Il y a toujours du monde. Parce que nous avons une population jeune, de jeunes familles, il y a des enfants, et on a envie, un week-end, de faire sortir les enfants. Oui. Oui. On ne sait pas où aller. À part à côté de vous, ici, aller à la plage. Les Béninois ne savent pas où aller quand ils sortent. Et ça, c'est un véritable problème pour l'éducation de notre. D'où l'intérêt de mettre ça à la portée du Béninois lambda. Oui, donc la politique de prix d'entrée est à l'étude. Et ça sera à la portée des Béninois. Vous savez, un prix d'entrée, c'est aussi une étude par rapport aux habitudes, combien une famille peut dépenser en sortant, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est à l'étude. Y compris pour ceux qui travaillent, on n'a pas encore ces habitudes, mais comme je vous dis, des habitudes vont venir, que leur entreprise, que leur service leur offre des sorties en compensation de ci ou ça, ça va venir aussi. Tout ça est à l'étude. D'ailleurs, qu'ils voyagent à l'intérieur du pays, qu'ils aient des ristournes dans les hôtels du pays, tout ce dispositif, notre pays a vocation est en train de travailler pour devenir une destination. Et tous ces dispositifs d'accompagnement intérieur, tous ces dispositifs sont à l'étude. En plus de ça, et en dehors de ça, n'oubliez pas, les musées d'habitude accordent la gratuité une fois par mois. Bon, il y a quelques années au Bénin, je ne sais pas si ça a continué, mais nous sommes en train de revoir la politique mondiale. Le dernier samedi, je crois, du mois, c'était gratuit. Donc, pour ceux qui vraiment disent qu'ils n'ont pas les ressources, etc., ils peuvent attendre ces moments, disons, de gratuité pour y aller. Et dans tous les cas, pour les enfants, pour les écoliers, le système éducatif, c'est souvent gratuit. On ne demande pas aux écoles de payer. La seule chose qu'ils font avec le maître, la différence avec les autres publics, c'est qu'eux, ils sont accompagnés. Il y a un dispositif dedans. On sait déjà que pour qu'ils se rassemblent, qu'ils louent un bus qui va les transporter, ils dépensent déjà. C'est pour ça qu'on leur accorde la gratuité, etc. Tout ce qu'on leur demande, c'est de réserver à l'avance, que l'enseignant vienne préparer sa visite pour que les enfants apprennent quelque chose, et cela se fait. Donc, il y a plein de moments où le public pourra voir, et il y aura aussi des expositions temporaires, comme on a vu maintenant, qui sont des expositions, qui seront des expositions gratuites. Donc, il y aura à tout le monde dans la programmation culturelle de ces établissements-là, mais ces établissements ont aussi une économie à faire vivre, là, ont besoin de ressources. Nous avons parlé de ces équipements, des investissements qui ont été faits, mais derrière, il faut les maintenir aussi. Absolument. Donc, il faut des ressources pour la maintenir, et ces ressources de billetterie feront partie des ressources pour la maintenir. Voilà qui est dit, donc nous avons des raisons d'aller visiter ces œuvres-là pour pouvoir maîtriser leurs histoires. Monsieur Alain Godonou, je rappelle que vous êtes le directeur programme musée à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme, ANPT. Avant de partir, je suis certaine que vous voulez donner rendez-vous aux Béninois le 20 février prochain. Oui, le 20 février, vous êtes conviés, les Béninois, comme les étrangers qui sont au Bénin,
Ils sont conviés massivement à venir voir l'exposition diptyque au Palais de la Marina. Voilà, nous l'attendions, le moment il est là. Rendez-vous donc le 20 février prochain au Palais de la Marina pour découvrir ces œuvres qui sont arrivées au Bénin le 10 novembre 2021 que nous avons tous célébré ensemble avec effervescence. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour l'entretien.